Chapitre 17. Un duel mortel. Angèle l'Indien blanc, François Place. Je termine le chapitre 17. Les plumes grises étaient les héros de la fête. Chaque clan mettait un point d'honneur à se distinguer. Beaucoup s'étaient peint le corps de motifs alternant des bandes d'argile claire avec des cercles plus foncés. Certains avaient aiguisé les dents de leur sourire dessiné, d'autres rehaussaient leur chevelure noire corbeau avec la blancheur écarlate éclatante des coquilles de nacre. Ceux du clan d'Alak se reconnaissaient à leur démarche balancée et à leur coiffe orientée vers le bas en signe de deuil. Tous remontaient la plage dans un sens puis dans l'autre, de la base du piton jusqu'aux lisières de la forêt, et retour, en paradant par petits groupes devant les jeunes filles des autres clans, qui profitaient de ce bref moment de liberté pour faire semblant de les ignorer. Toutes sortes de langages se pratiquaient quand ils se croisaient, y compris ceux du regard, qui n'étaient pas les moins éloquents. Je ne revis pas Corvadoro, il avait renoncé à me venir en aide, ou alors on le lui avait interdit. Alak me rendait souvent visite avec de l'eau et de la nourriture. De tous, il était sans doute celui qui affichait le plus nettement son regret que les choses se soient passées ainsi. La 4e nuit, après le combat, je vis brasiller une lueur au sommet du piton qui domine le village, et j'entendis une rumeur accompagnée de tambours. Des plumes blanches vinrent me détacher. 2 d'entre eux me saisirent les poignets sans violence, un peu comme on prend un enfant par la main, et m'entraînèrent au milieu d'une foule déjà considérable, amassée au pied du piton. L'ascension commença dans la lueur sautillante des torches, le long d'un sentier qui se hissait de roche en roche. Les 2 hommes m'aidaient à passer les endroits difficiles, ils ne m'avaient pas lié les mains, et mettaient une certaine douceur à me guider vers le sommet. À mi-parcours, la douleur dans le genou me fit trébucher. Je manquai de peu une chute spectaculaire dans la nuit du précipice. Tout en haut, le chemin déboucha sur une large plateforme. Les anciens avaient déjà pris place, probablement arrivés au début de la nuit sur le dos de vigoureux porteurs. Ils étaient tous assis sur les genoux, alignés en demi-cercle, face au vide et à un énorme bûcher où brûlait un corps. J'eus un tressaillement d'angoisse en reconnaissant Waogat, le chef des chasseurs et père de Tilal. Debout devant les flammes, il portait dans ses mains, tendues à l'horizontale, une longue flèche empennée de noir. Il ne m'adressa pas un regard. Devant lui, Théiac, vêtu de son manteau en duvet d'oiseau, prononçait d'incompréhensibles phrases. Sa voix semblait obéir au rythme hypnotique des ronflements du feu qui crachait des escarbilles incandescentes dans les sautes de vent, et à chaque fois qu'elle enflait, un concert de lamentations lui répondait, surmonté par les appels d'un conque dans laquelle soufflait un plume blanche, en lui donnant les intonations les plus lugubres qu'il soit permis d'entendre. Et quand la voix descendait, Waogat tendait les bras pour rapprocher la flèche des lèvres du vieux borgne, comme pour permettre d'entendre les paroles égrenées dans un souffle. L'aube parut alors que les dernières braises s'éteignaient. La voix de Théiac avait décliné jusqu'au murmure, puis au silence. Waogat s'avança vers le bûcher de son fils. S'inclinant vers les cendres chaudes, il y plongea la pointe de la flèche. Ensuite il prit du bout des doigts, réunis de sa main gauche, la fine poudre grise du foyer, et en traça 4 lignes sur son front. Enfin, il refit pieusement le même geste, cette fois pour recouvrir entièrement de cendres le fût de la flèche sur laquelle s'étaient déversées les paroles depuis la pointe jusqu'à son empennage. En se relevant, il planta son regard dans le mien. Je ne sciais pas. On ne verse pas de sang pendant les jours blancs, m'avait dit Corvadoro. Et sans me quitter des yeux, Waogat plaça l'encoche dans la corde de son arc, puis, bandant ce dernier de toutes ses forces, il tira aussi loin qu'il put vers le ciel, en poussant un cri déchirant, comme une plainte vibrante arrachée à sa poitrine. La flèche s'envola, étirant derrière elle un léger sillage de poussière cendrée. On la vit décrire une longue parabole avant de s'évanouir dans la lumière. Ainsi prit fin l'oraison funèbre de Tilal, mort dans l'année de sa 5e plume grise, sans être jamais parvenu à l'âge des plumes blanches. Et pendant toute la cérémonie d'incinération, les anciens n'avaient pas cessé d'accompagner Théiac. Et tandis que le vent emportait leurs prières, leurs sombres visages encadrés de cheveux blancs et sillonnés de rides profondes gardaient ce masque impénétrable des aveugles plongés dans leur propre vision. Il était impossible de résister à l'envoûtement produit par l'enchevêtrement si mystérieux de leur double voix.
celle de la nuit se retirant peu à peu sous son voile et cédant au timbre plus clair de la voix du jour, parfaitement immobiles, engoncés dans leurs capes, bruissantes du cliquetis et du miroitement de milliers de coquillages, reflétant le lever du soleil. Ils ressemblaient à des esprits envoyés par un autre monde. Je découvris enfin Corvadoro en retrait de la scène, encadré par un groupe de solides chasseurs. Il me lançait des regards désespérés, et quand les deux hommes qui me tenaient toujours par la main s'avancèrent vers le précipice, je compris le sort qui m'était réservé. On ne verse pas de sang pendant les jours blancs. Et sans faire de geste brusque, je me dégageai de leur prise, en leur indiquant que je pouvais marcher sans aide ni contrainte. Je vins jusqu'au bord de la falaise, je me tournai vers Waogat, dont les plumes s'agitaient sous la brise. Je fis un dernier signe à Corvadoro, puis, en me détendant d'un seul coup, je m'élançai dans le vide. Fin du chapitre 17. Angèle, l'Indien blanc de François Place.